Mesdames, messieurs, toute la technique de Souk TV, bonsoir. Nous sommes, comme tout le monde, dans notre reprise. Comme on dit chez nous, l'école ouverte. Les grandes vacances finies, nous reprenons notre série. La série, c'est d'écouter. Écouter pour comprendre. Et quand on écoute, on finit par avoir quelque chose de positif au bout. Si vous n'avez pas qu'à vous prenez ça. Nous avons le plaisir de recevoir, pour démarrer notre série, je pourrais dire un docteur, un infirmier, quelqu'un qui a le thermomètre économique en main, un expert comptable, M. Philippe Joc. M. Philippe Joc, bonsoir. Bonsoir Florent Grabin, bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Zouk TV. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. M. Philippe Joc, j'ai donné toute la panoplie du doctorat, mais la Martinique est malade, excessivement malade, oui ou non? Alors c'est vrai que nous avons une situation qui est contrastée. Quand on regarde les chiffres de l'Institut d'émission, de l'IEDOM, on a un indice du climat des affaires qui est positif. Il est au-dessus de sa moyenne de longue période. Et on a atteint des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps. Parce qu'après cette crise Covid, l'ensemble des acteurs économiques ont pensé que la relance serait au bout du tunnel et que nous pourrions repartir sur une bonne période d'activité. Nous avons un territoire où l'économie est portée essentiellement par la consommation. Et je pense que nous aurons l'occasion au cours de l'émission d'indiquer combien ce moteur de l'économie martiniquaise, qui est la consommation, connaît quelques ratés, pour plein de raisons. L'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, l'absence dans certains secteurs d'activité de commandes publiques notamment, autant d'éléments qui ont un impact négatif sur la santé de l'économie martiniquaise. Monsieur Philippe Joc, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Mais nous, on a un regard de terrain. Vous n'avez pas connu la faute 4, fort de 4. Non, je n'ai pas connu celle-là. Vous n'entendez pas les baïtas? Oui, mais j'en ai entendu parler, en effet. Les baïtas qui ont démarré, on a poussé à l'embrayage. Et quand on regarde notre économie, même à l'embrayage, il va y démarrer. Alors, je pense qu'il faudra un vrai plan Marshall pour relancer notre activité. Alors, j'entends dire que bientôt la collectivité majeure va relancer l'activité. Ce serait une bonne chose. Il y a un secteur qui est un secteur essentiel dans l'économie martiniquaise, qui est le secteur du BTP. Il est coutume de dire que quand le BTP va, tout va. Chez nous, une chose est certaine, le BTP ne va pas bien. Et vous êtes bien placé pour le savoir. C'est un secteur qui souffre. Il souffre de plusieurs maux. Il souffre de l'absence de visibilité sur les chantiers qui vont être engagés. Il souffre de délais de paiement anormalement longs. Et il souffre aussi en interne d'une désaffection des jeunes pour ces métiers qui sont considérés comme des métiers difficiles et des métiers fatigants. Je crois qu'il y a, en matière de développement économique, et chez nous, des chantiers qui peuvent relancer de façon significative l'activité du BTP. On parlera certainement de l'eau, de l'assainissement, des déchets. Tous les grands mais aussi un grand chantier qui est celui du Grand Port Maritime, avec une volonté de moderniser ce port pour répondre aux attentes des principaux clients, du principal client, on peut le dire, mais aussi à l'évolution du transport maritime mondial. Et puis nous avons tout le chantier de la transition énergétique. C'est un chantier colossal, c'est un chantier qui peut nous permettre de conserver chez nous nos jeunes talents ou de les faire revenir si nous faisons des choix forts en matière de filières et de filières structurantes pour l'économie martiniquaise. En votre qualité d'expert comptable, quand vous regardez les hauts de bilan et les bas de bilan, vous vous rendez compte d'une chose, l'absence de trésorerie. Alors, comment on fait faire tout ce qu'on va lancer là, comment on fait pour entrer dans ça? Vous avez posé la vraie question. Quand on lit le rapport 2022 de l'IEDOM, on voit bien que les chiffres d'affaires sont en augmentation, qu'on a atteint des niveaux relativement élevés, que, en gros, le niveau de crédit accordé s'est maintenu. Mais le point d'attention et le point de faiblesse, c'est la trésorerie. Elle est extrêmement tendue. Elle est extrêmement tendue pour les raisons qu'on a évoquées. Des délais de paiement qui sont très longs, trop longs, anormalement longs. Mais aussi le fait que, trop souvent, nous créons les entreprises avec très peu de capital. Une des
difficulté dans l'économie martiniquaise et dans les entreprises, c'est l'absence de fonds de roulement, c'est l'absence de moyens pour tenir le temps que l'activité démarre correctement, le temps que les clients vous payent, et pour respecter les délais prévus par les fournisseurs. Et donc, on a chez nous un problème d'insuffisance de fonds propres des entreprises. Je ne veux pas trop utiliser le terme technique, mais expliquer aux gens que quand vous montez l'entreprise avec 100 €, au premier coup de vent, vous êtes par terre. Alors, il faut réfléchir, acteurs privés, acteurs publics, à la mise en place de fonds d'investissement qui pourront aider au démarrage, on appelle ça des fonds d'amorçage, ou en période de développement, des fonds d'accompagnement au développement. Il existe sur le territoire des dispositifs portés par la Banque publique d'investissement, la BPI, mais ils ne sont pas adaptés au tissu des entreprises martiniquaises. Les seuils d'accès sont trop élevés. Un dossier à moins de 2 millions, enfin j'exagère peut-être un peu, mais le seuil d'accès au dispositif est trop élevé. Il ne correspond pas à la taille de nos entreprises. Puis j'aime à le dire, je le rappelle souvent, beaucoup de Martiniquais ont créé leur entreprise pour créer leur emploi. Mais ça ne fait pas d'eux nécessairement des entrepreneurs. Et il y a un travail d'accompagnement que les chambres consulaires font, et pour lequel l'État, depuis de nombreuses années, nous réduit de plus en plus les moyens pour accompagner sur notre territoire les entreprises qui veulent se développer. Monsieur Jo, quand je regarde tout ça, ça ne me rajeunit pas, ça me rappelle décembre 59. Guerre d'Algérie, les pieds noirs, quand ils sont arrivés ici. Quand on regarde des événements actuellement géopolitiques, ce qui se passe sur l'Afrique, les Français de souche, basés en Afrique, vont pas se rabattre sur la France continentale, vont se rabattre sur la France tropicale, l'outre-mer. Ça, c'est une crainte. Ma passable sous un objectif. Alors, c'est vrai que c'est un aspect que je n'avais pas imaginé, mais il ne faut pas oublier notre problème démographique. Je disais tout à l'heure que notre économie est attirée par la consommation. Moins vous avez de consommateurs, moins vous avez d'activités qui impulsent un développement. Donc il faut réfléchir à comment faire revenir nos jeunes. Il faut éviter ce qu'appelait Césaire le génocide par substitution, très clairement. Mais pour ça, il faut que nous donnions à nos jeunes de l'espoir, de la visibilité et que nous ne fassions pas de choix forts que nous aurons formulés ensemble, collectivement, acteurs publics, acteurs privés, acteurs associatifs, sur le développement de notre territoire. Il y a l'économie capitaliste, l'économie classique, mais aussi l'économie sociale et solidaire qui peut avoir un rôle important dans le développement du territoire. Mais il y a du potentiel à la Martinique et c'est vrai que vous avez raison, ce potentiel peut intéresser d'autres. Ah ben oui. D'autres découvrent ce potentiel chez nous. S'ils viennent avec un peu de moyens, ils ont plus de chances que nous. Il faut donc donner aux Martiniquais les moyens de réussir chez eux. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la fin du mois, pour beaucoup de foyers qui nous regardent là, c'est le 10. Je dis, ce matin, quand j'ai fait l'autoroute, j'ai cru que je m'étais trompé, j'ai cru que c'était dimanche. Et on dit lundi. Et ça, on l'observe de plus en plus. Pourquoi? Pas ni l'argent en poche, pas ni l'argent pour l'essence, pas ni l'argent pour rouler. C'est vrai. Moi, je constate de plus en plus à la station-service des gens qui font 10 €, 12 €, 15 € d'essence. 7 € d'essence. Et je vois bien que pour la grande distribution, si le nombre de clients reste le même, le panier moyen, le ticket moyen a baissé. De beaucoup. Et ce ticket a baissé en raison d'une baisse de pouvoir d'achat qui a été amputée par des augmentations de prix et par une inflation que nous avons eu chez nous en 2022 qui était autour de 4,2, qui était donc inférieure à l'inflation que l'on connaît dans l'Hexagone, que l'on a connue dans l'Hexagone en 2022, mais qui était sur la deuxième partie de l'année très fortement créée, cette inflation, par l'augmentation des produits alimentaires. Et donc c'est vrai qu'on a eu à la fois l'augmentation de l'énergie au début de l'année 2022, et puis sur le deuxième semestre, et singulièrement ce quatrième trimestre 2022, des augmentations qui étaient liées à l'augmentation des produits alimentaires. Et donc ça pose vraiment le problème
de ces prix dans un territoire où vous avez 30% des gens qui sont déjà en dessous du seuil de pauvreté. Donc ce que vous dites est tout à fait vrai. Aujourd'hui, avec des revenus de solidarité ou des revenus de remplacement, vous avez du mal à tenir jusqu'à la fin du mois. C'est un vrai problème, c'est une vraie préoccupation. Alors, il faut chercher les vraies causes de cette cherté de la vie, ou plutôt du différentiel de coûts entre la France hexagonale et la Martinique. Il faut chercher l'explication. Il n'y a pas que le dernier maillon de la chaîne, la grande distribution, qui en est responsable. Il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels il faut travailler. Tous les maillons de la chaîne doivent être examinés et tous doivent être mis à contribution, qu'il s'agisse du transporteur maritime, qu'il s'agisse de l'octroi de mer, qu'il s'agisse de la TVA, éventuellement sur les produits de première nécessité qu'on pourrait ramener à zéro, et qu'il s'agisse bien évidemment des chaînes logistiques locales. Nous avons observé pendant longtemps et nous avons dit, d'une manière bien déterminée, qu'il y a un frein dans l'affaire. Il faut lâcher ce frein. Et on a vu ce qui s'est produit. La téléspectatrice qui nous regarde, le téléspectateur qui nous regarde, a commandé des strings pour mamie. Après, à Paris, des strings. Arrivé ici, boum, frappé par l'octroi de mer, frappé par beaucoup de choses. Et quand nous posons le problème de l'octroi de mer, toutes nos collectivités se dressent comme un seul homme pour dire stop, on n'y touche pas. Alors, il faut quand même aujourd'hui intégrer une nouvelle donne, puisque très clairement, le ministre de l'économie, quand il est venu à la Martinique il y a quelques mois, a clairement annoncé que l'octroi de mer serait réformé. Lors du comité interministériel consacré à l'outre-mer, cette annonce a été confirmée. Validée. Il y aura une réforme de cet octroi de mer qu'on doit continuer à percevoir pour permettre de compenser les surcoûts de la production locale, mais qu'on doit utiliser à bon escient pour éviter que tous les secteurs qui ne sont pas en concurrence avec de la production locale n'aient pas des taux exorbitants, des taux très, très élevés. Alors, on a coutume de citer l'exemple du riz, où on a un taux d'octroi de mer à 20%. Il y a certes une thé de mise en sac de riz et de nettoyage de riz importé de façon en vrac, en brut, mais est-ce que ça justifie qu'on ait un taux d'octroi de mer de 20%? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une réflexion sur faire peser des taux d'octroi de mer sur des produits qui ne sont pas de première nécessité? J'ai envie de dire, comme le dit souvent le président du syndicat de la grande distribution, les produits de dernière nécessité. On pourrait augmenter l'octroi de mer sur les voitures, par exemple. Vous pensez que si on augmente d'1 point ou d'1,5 point le taux d'octroi de mer sur les voitures, on en vendra moins? Je n'en suis pas persuadé. Tant que nos transports ne seront pas suffisamment organisés et performants, tant que l'utilisateur des transports en commun de l'agglomération CACEM se dira, si je pars ce matin en bus, je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer parce qu'à 14h, il y aura un mouvement social qui se sera déclenché, ça ne changera rien. Donc il faut peut-être mieux cibler les produits, augmenter un certain nombre de produits. Et j'ai envie de dire un peu brutalement que la facilité aujourd'hui, c'est de taxer les pauvres. Donc on est sûr qu'ils consomment tous les jours, donc si on met qu'ils achètent à manger tous les jours, donc on met sur les produits alimentaires. Et à la fin, il ne faut pas s'étonner que la fin du mois soit le 10. Il faut vraiment distinguer les produits qui sont en compétition avec la production locale des autres produits. S'il n'y a pas d'équivalent en production locale, on peut revoir les taux, on peut les revoir pour permettre de baisser de façon raisonnable et significative les prix de vente, les prix pour le consommateur. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille dessus depuis des années. Moi, j'avais entendu dire, et il y avait une grande messe là-dessus, c'était, me semble-t-il, le conseiller territorial Alexandre Ventado qui était en charge de cette opération. Il y avait eu de belles réunions au cours desquelles tout le monde avait fait des propositions, tout le monde était venu avec sa liste de produits, tout le monde avait fait de la comparaison avec ce qui se passait ailleurs, à La Réunion, en Guadeloupe, même si comparaison n'est pas raison. On pouvait voir comment, avec moins de taux d'octroi de mer et avec une approche plus
plus fine, on pouvait réduire le coût de la vie. On nous avait annoncé qu'il y aurait 1000 produits pour lesquels l'octroi de mer serait baissé. Ça se passe il y a bientôt 12 mois et plus de son, plus d'image. Ça, c'est dans la consommation. Revenons sur le BTP. L'entrepreneur qui nous regarde là, il a un bon commandant en main. Ah oui, c'est déjà un entrepreneur heureux s'il a une bonne commande. Oui, oui. Parce que nombre d'entre eux n'ont pas de bonne commande. Et il a une bonne commande légalement obtenue. Ok, bravo. C'est qu'il a fait le pays après ça. Je le disais tout à l'heure, au début de l'entretien, il y a un problème de visibilité sur la commande publique. On nous annonce de façon régulière des millions, j'ose même pas dire des fois des milliards de travaux. Simplement, on ne nous dit pas à quel moment ils seront lancés, à quel moment il faut que nos entreprises se préparent pour réaliser ces chantiers. Et nous avons un instrument qui s'appelle le Haut Conseil de la commande publique, le HCCP, qui est coprésidé par le préfet de Martinique et par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. C'est une instance dont le secrétariat est assuré par les deux chambres consulaires, Chambre des métiers et Chambre de commerce et d'industrie. Nous nous battons depuis que ce Haut Conseil existe pour qu'il y ait une vraie lisibilité des chantiers. Qu'on nous dise, telle opération va démarrer en novembre 2024. Donc les appels d'offres seront lancés en décembre 2023. Tout le monde se prépare. On n'a pas de visibilité. Alors, j'espère vraiment, sincèrement pour ce secteur, qu'il y aura cette prise de conscience qu'au-delà des délais de paiement, il faut aussi donner de la visibilité. Il faut que les entreprises se préparent. Et on arrive à un phénomène que vous avez dû constater, qui est que nous n'avons plus de grandes entreprises locales dans le secteur du BTP. Elles ont toutes disparu. Nous avons encore, fort heureusement, quelques filiales de groupes nationaux. Mais les entreprises locales, purement locales, n'existent plus. Et ça, c'est en grande partie à cause de l'absence de visibilité. Et puis aussi quelques causes qu'on a déjà citées, le peu d'intérêt, le peu d'appétence de nos jeunes Martiniquais pour ces métiers, parce qu'on ne leur donne pas envie. Quand nous regardons tous les tableaux, tribunal mixte de commerce, aujourd'hui, on va relancer on va faire le renouvellement des PNUE. Il n'y a pas grand monde derrière qui peut entrer dedans. Alors je vais quand même vous donner des chiffres qui sont préoccupants. À fin 2022, nous avions 248 entreprises en liquidation judiciaire. En 2019, il y en avait 79. Ça donne une idée de l'augmentation. Les entreprises vont plus directement en liquidation aujourd'hui. Oui. Avant, nous avions plus de redressement judiciaire avec quelques espoirs de redressement. Oui. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises vont directement en liquidation. Il n'y a pas de perspective et il n'y a surtout pas la possibilité de faire un plan d'appurement du passif. Et cette situation, aujourd'hui, devient compliquée parce que à l'époque du quoi qu'il en coûte, le gouvernement avait dit on va aider tout le monde au report des charges sociales, prêt garanti par l'État, et tout le monde a eu un peu de trésorerie, et donc on a pu passer le cap de cette crise Covid. Aujourd'hui, il faut à la fois commencer à rembourser le prêt garanti par l'État, parce que ce n'était qu'un prêt, et il faut payer les charges sociales courantes, mais aussi rattraper ce qui avait été gelé. Et donc on a un effet ciseau assez terrible pour nombre d'entreprises qui ne seront pas en capacité de faire face à leurs échéances et qui vont se retrouver au tribunal mixte de commerce. Vous avez raison, c'est une préoccupation forte des chambres consulaires, c'est une préoccupation que nous partageons avec les pouvoirs publics, voir comment on peut, en anticipation, avoir au centre d'information et de prévention des difficultés des conseils avisés aux uns et aux autres pour qu'ils se mettent, le cas échéant, en procédure collective, qu'il s'agisse de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, quand il n'est pas encore trop tard. Et donc c'est vraiment un sujet de préoccupation. Et le secteur du BTP est un secteur qui connaît beaucoup de défaillances ces derniers temps. Et ces défaillances sont accélérées par les retards de paiement qui se sont rallongés, en partie à cause de la cyberattaque. Mais là aussi,
Je pense des positions concertées avec les acteurs économiques, avec les banques, auraient pu permettre aux entreprises du secteur qui dépendaient de la commande publique et de la commande publique territoriale de passer le cap. On s'est focalisé sur 2-3 grosses entreprises qui ont les branchés, mais elles ont beaucoup de sous-traitants. Oui. Et quand elles ne peuvent pas, quand elles-mêmes ne sont pas payées, elles ne paient pas les sous-traitants. Et donc les défaillances sont en cascade. Et elles commencent par les sous-traitants les plus faibles financièrement et les plus faibles structurellement. Donc il y a urgence, il y a vraiment urgence que ce secteur du BTP soit pris en considération. Il n'y a pas que la commande publique, parce qu'il faut aussi interpeller l'État sur des dispositifs permettant d'accélérer la rénovation et l'adaptation des logements martiniquais au vieillissement de notre population. Donc j'ai bon espoir que nos élus se battent au moment de la loi de finances pour que les crédits d'impôt sur le secteur de la construction qui sont en train de disparaître en France soient remplacés au moins chez nous par des crédits d'impôt pour la rénovation et l'adaptation des logements. Parce que là aussi, il faut bien comprendre qu'une population déclinante, il y aura de moins en moins de construction, mais de plus en plus de rénovation et d'adaptation. On a tout ce qui est lié au confortement parasismique, on a tout ce qui est lié à la transition énergétique et à la nécessité d'avoir des logements qui ne soient pas des passoires thermiques, que les clims qu'on installe ne ventilent pas sur tout l'extérieur. Il y a de vrais chantiers pour lesquels il faut à la fois que l'État joue sa part, prenne sa part de responsabilité, et que la collectivité accompagne. Pour l'instant, quel que soit le chemin, on est rattrapé par la patrouille. Quel que soit le chemin qu'on prend, on est rattrapé. Ça fait des années. Les lois existent. Il y en a tout plutôt, la loi d'Aïe, les sessions de cohérence, toutes ces choses. Je reviens à mon entrepreneur qui brandit son document, il a un marché. Il démarre les travaux. La loi a été modifiée pour l'avance de démarrage. Ouais. On peut dire 90-95% des cas, l'avance de démarrage arrive quand on est en train de solder le chantier. Alors, vous êtes peut-être un peu sévère. Non, je suis réaliste. C'est du factuel. Non, mais sur l'avance de démarrage, il y a déjà un premier problème, c'est qu'elle n'est pas systématiquement accordée et elle est souvent accordée pour des montants inférieurs à ce que la loi autorise. Oui. Alors, donc, finalement, mon entrepreneur, avec son bon de commande, s'il ne sait pas jongler avec la cession de créance et transport d'huissier, 1690 du Code civil, avec la confiance du fournisseur en face, la confiance du banquier en face, la confiance générale en face, pour se substituer au donneur d'ordre, qui, lui, n'a pas un centime. Alors, vous posez, je crois, deux questions. Il y a la première question de la santé financière des collectivités. Tout le monde sait qu'elles sont de santé financière fragile. HS. Et qu'elles n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions. Donc il faut peut-être là un peu plus de rigueur et peut-être qu'une cellule territoriale d'accompagnement au montage de projets et à la recherche de financement pour les communes, principalement les plus petites d'entre elles, pourrait aider à avoir des plans de financement bouclés avant qu'on commence le chantier. Ça peut aider. Préfinancer obtenir les subventions, les préfinancer auprès de l'Agence française de développement, auprès de l'AFD ou de la Banque des territoires, ou auprès des banques, pour les collectivités qui sont encore bancables. Et puis une fois qu'on a ça, on peut lancer le chantier. Aujourd'hui, on se rend bien compte que certains acteurs publics lancent les chantiers alors même que leur plan de financement n'est pas complètement bouclé. Donc, premier sujet que vous posez, c'est celui de la santé financière des collectivités. Comment on résout ce problème? Est-ce que c'est avec plus d'octroi de mer? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est avec plus de dotation globale? Je pense que c'est une piste sur laquelle il faut travailler avec l'État, mais aussi avec plus de rigueur dans la gestion des collectivités, avec plus de rigueur dans le fonctionnement de ces collectivités. Et je sais que pendant longtemps, les maires ont considéré qu'ils avaient un rôle social à jouer et on recrutait des gens pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans la très grande misère. Aujourd'hui, il y a des dispositifs RSA notamment ou autres qui doivent nous conduire à réfléchir
à de la formation et à de l'insertion durable pour nos concitoyens, plutôt qu'à des emplois dans le secteur public, des fois 3 heures par-ci, 4 heures par-là, pour retenir les gens. Et ça finit par avoir un côté essentiellement électoraliste, et ça ne permet pas de faire avancer le sujet. Donc, comment vont nos collectivités? Le constat, il est connu. Elles vont plutôt mal. Elles n'ont pas toujours bouclé le plan de financement. Pour autant, elles lancent des chantiers, donc elles mettent en difficulté les entreprises. Le deuxième aspect que vous posez, c'est celui de la confiance globale. L'économie ne fonctionne bien que quand il y a globalement un sentiment de confiance, une vision partagée. C'est vrai que chez nous, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même si, je le disais au début de l'entretien, en 2022, les chefs d'entreprise avaient plutôt confiance dans l'avenir. On voit que cette confiance s'érode depuis le 4e trimestre 2022. Les gens sont moins optimistes. Les chefs d'entreprise sont moins optimistes. Et pas seulement à cause de l'inflation, mais à cause d'un environnement qui ne leur paraît pas propice. Un certain nombre de sujets sont abordés et ils considèrent que les sujets essentiels du territoire ne sont pas traités. Pour les collectivités, il y a une possibilité qui doit faire l'objet d'expérimentation, c'est la facturage AVAC. C'est-à-dire qu'en gros, il a son bon de commande, il a sa facture, c'est la collectivité qui trouve la banque qui fait l'avance. L'entrepreneur, il est payé dans les délais prévus par le Code des marchés publics. Et à charge pour la collectivité de payer l'établissement de crédit qui a fait la facturage. Donc ça s'appelle oui, c'est dans cet esprit-là. C'est un facturage de VAC. C'est pas l'entrepreneur qui va céder la créance, c'est la collectivité qui lance le marché. Alors, j'espère que cette proposition d'un facturage de VAC, qui est portée par les acteurs économiques, qui a l'assentiment du président du conseil exécutif, c'est un sujet qui a été évoqué au conseil de la commande publique, j'espère que ça fonctionnera et que les collectivités locales trouveront l'établissement financier qui accepte de jouer le jeu avec elles et de mettre en place cet facturage de VAC. Si on ne va pas vers ça, ça va être compliqué. Monsieur Joc, ce que vous dites là me ramène à Émile Capgras, qui avait accepté cette formule. Parce qu'on avait un entrepreneur sur le lycée. De chaque réunion de chantier, on constatait que Bouga Carotechnique n'a pas avancé d'1 mètre. Alors je l'ai interpellé, puis je lui ai dit, mais qui est arrivé là? Il m'explique. Il m'a dit, bon, on mène moi Milo. On est descendu voir Émile Capgras. À la CTM. Enfin, au conseil régional, pardon. Je lui ai dit, mais attends, il a un bon commandant, il a son marché, il a tout. Son stock est pas sur le port, il est chez son fournisseur. Si c'est vous qui prenez en charge. Et à chaque décompte, tu déduis. Oui, alors, son administratif a voulu ticker. Et j'ai enfoncé le dernier clou du cercueil, et il a dit OK. Alors, et à partir de ça, il a pu faire son chantier. On est sur la session de créance, effectivement, qui est chez nous un mode de financement et un mode de paiement très développé. On rencontre ça beaucoup moins dans l'Hexagone. J'ai une activité à la fois en Martinique, Guadeloupe et dans l'Hexagone. Le secteur du BTP, on rencontre très peu de sessions de créance au profit des fournisseurs. Mais là aussi, il faut être attentif. Ça demande un suivi administratif. Et un sérieux du donneur d'ordre qui respecte sa signature. Qui doit respecter sa signature, voilà. Or, c'est là le problème. C'est celui qui signe son marché, qui donne l'ordre, qui n'est pas capable de respecter sa propre signature. Et c'est comme ça que ça a échoué. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui que l'on se mette autour de la table. Je crois que c'est prévu. Je crois que le président du conseil exécutif doit rencontrer les acteurs du BTP pour leur donner un peu de visibilité. Pardon de vous interrompre. Ça fait des années qu'on est autour de la table. En nous montant les tables là, une fois pour toutes, on nous renverse ces tables-là, renversons là, faisant en sorte que celui qui a une commande là, l'école finit ouverte, on n'a pas vu de grosses réparations, on n'a pas vu de gros chantiers, on n'a pas vu on n'a pas vu le moulin tourner. Non, c'est sûr que cette année est particulière. Oui. Dans les lycées et les collèges, très peu de travaux ont été réalisés. Alors j'ai entendu le conseiller territorial en charge des grands travaux
Fernand Donat indiquait que la nouvelle politique de la collectivité, c'était de lisser les travaux sur toute l'année. Alors je pense qu'il parlait du 4e trimestre, parce que sur les 3 premiers trimestres, on n'a rien vu. Mais attendons de voir. Sous Darcier, on a tenté d'expérimenter cette chose. C'est Capgras qui l'a lancé lorsqu'il a fait Acajou 1, qui était un lycée de transit. Finalement, il est devenu définitivement en transit. On a fait l'Acajou 2. L'idée, c'était quoi? Les entreprises ne peuvent pas travailler dans un établissement scolaire pendant que le gamin prépare son bac. C'est plus compliqué. Travailler, des grands travaux en site occupé, on sait tous que c'est plus coûteux. Parce sécurité, que ça prend plus de temps. Il faut installer des équipements de sécurité qui coûtent cher. Ça prend plus de temps. Ça augmente le coût et puis finalement on n'est pas autonome. Alors qu'il y a un certain nombre de chantiers qu'on aurait pu mener pendant les grandes vacances. C'était la tradition locale. Oui, mais il y a des chantiers. Comme on a laissé pourrir la situation, comme les bâtiments se sont dégradés, on se retrouve pour les 2 mois de vacances, les grandes vacances scolaires, on se retrouve à 6-8 mois de travaux qui m'ont failli. Compliqué. Et pendant cette période-là, vous voyez à Domé, Maniche, Manifam, il faut un parti en congé pendant la période-là. Donc, on se met là que l'idée première, ça aurait été qu'on parvienne à s'écouter. C'est très souvent ce qu'on a constaté. C'est que ceux qui sont dans les bureaux n'entendent pas les entreprises en dehors de leur réunion, en l'étape là. Mais maintenant, en la poussière, maintenant, la boue, pour qui sert à rien chantier. Et à partir de là, ils commencent à comprendre. Ce qu'on appelle le camion toupie, qui est prêt à livrer, qui n'y a net temps qui a tourné, il peut couper la béton. Et c'est du gâchis. Non, c'est du temps perdu pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut mettre un accent sur ce secteur-là, mais le développement ne passera pas que par le secteur du BTP. Je l'ai dit, grande construction, il y en aura de moins en moins. Le grand chantier du port, qui est un chantier emblématique de l'ordre de 115 millions d'euros à lancer, avec une partie qui concerne des portiques qui sont importés, puis une grande partie d'allongement des quais. Cet allongement des quais qui correspond à la nouvelle taille des navires et aux règles de taxation des navires les plus polluants qui conduisent les armateurs aujourd'hui à avoir de très grands bateaux avec de l'énergie plus propre et donc des nouvelles routes. Et donc là, il y a un vrai chantier, une opportunité pour le secteur du BTP à la Martinique. Mais ça ne suffira pas. En matière structurante, oui, ça ne va pas suffire. Ça va peut-être permettre à certaines entreprises d'avoir un ballon d'oxygène, mais derrière, c'est sûr, c'est pour tout faire. Or, il faut relancer toute l'économie martiniquaise. Quand on regarde ce que la CAF déverse en Martinique, la somme qu'on perçoit de la CAF, quand on voit ce qui sort, finalement, on s'interroge. J'écoutais les infos, il y a le monde pour qu'on les comprenne ça qui arrive nous. Le petit Sarkozy, là, pas Sarkozy. Président noir là. Macron. Il est en train de travailler sur le sans activité. Le RSA. Oui, bien sûr. Il est en train de travailler sur ça pour que si ça travaille, on ne pas rester en couche à cabane. Non, mais c'est un débat qui est très. Mais qui va se faire. Débat après le débat, il faut d'ailleurs signer. 49-3, point. Ça va régler. Non, il ne faut pas stigmatiser ceux qui sont bénéficiaires du RSA. Parce non, que certains précise. recherchent l'insertion mais n'y parviennent pas. Oui. Mais il faut se poser la question sur un territoire où... Pourquoi il y a autant de monde ayant fait le choix du RSA? Pas le choix, étant entré dans la logique du RSA. On a une difficulté parce qu'il y a à la fois une grande partie de la population qui bénéficie des revenus de remplacement et des minima sociaux, et certains secteurs pour lesquels on ne trouve pas de main-d'œuvre. J'ai cité le BTP, mais c'est aussi vrai pour la restauration, c'est vrai pour l'hôtellerie. C'est un nombre de secteurs sur lesquels on ne trouve pas de main-d'œuvre. La banane, la canne, on ne trouve pas. Alors il y a pour ces métiers agricoles peut-être des connotations du passé qu'il faut parvenir à dépasser, si vous me permettez le jeu de mots. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question qui se pose. Il y a des métiers que les Martiniquais ne veulent plus exercer. Oui, mais on a tellement fait d'erreurs politiques dans certaines conditions. C'est pas compliqué. On a un bon maçon. Là, la fin, moi, il est arrivé, madame, il rentre en JP, il a dit, ouais, vous travaillez en moi, là, on a emporté madame Conchibine. Finalement, Bouga n'a pas touché, l'entreprise n'a pas touché.
Le gars a la double peine. Madame là, mettez dehors parce qu'il a soupçonné une femme, il n'a pas touché. Or, l'entreprise n'a pas touché. Non, mais on tourne en rond. On tourne en rond sur la partie de la structure financière des entreprises et de la nécessité d'avoir, je le répète, sur notre territoire, des fonds d'accompagnement, des fonds d'investissement. Et il y a eu des projets, j'espère qu'ils aboutiront. Il y avait les fonds Jérémy qui avaient été proposés par la Chambre de commerce et d'industrie à la collectivité territoriale en 2017, 2018, qui n'ont pas abouti à ce jour. J'espère que la majorité actuelle va s'en saisir et qu'on mettra en place quelque chose. Il y a des initiatives privées qui sont en train de voir le jour avec des banques locales pour faire en sorte que nos entreprises aient plus de moyens et soient en capacité de se développer. Mais on a eu ça par le passé. Hein. Je pense qu'il ne faut pas... Oui, il y a eu le fonds d'investissement de la région Martinique, le firme 1, firme 2, mais les enveloppes n'étaient pas suffisantes, elles n'étaient pas à hauteur des enjeux. La CDMA, tout ça, il y a eu beaucoup de choses. On a beaucoup parlé du secteur du BTP, mais je crois que la Martinique a un potentiel de développement avec d'autres secteurs d'activité, et notamment tout ce qui est production immatérielle. Nous avons un savoir-faire connu et reconnu en matière de construction parasismique, anticyclonique. Nous avons un savoir-faire en matière d'énergie renouvelable. Nous avons des savoir-faire que nous pouvons exporter dans la Caraïbe. Et au-delà même de la Caraïbe. Ce que l'on sait faire en matière de construction parasismique, ça intéresse tous les territoires qui sont sujets à tremblement de terre. Et c'est l'occasion d'avoir une pensée particulière pour tous les Marocains qui ont connu ces derniers jours un séisme majeur, qui peut se produire un jour à la Martinique. Et ça me permet de faire un petit clin d'œil à mon ami Albéric Marcelin, c'est un des camarades de classe, qui tous les jours rappelle aux Martiniquais qu'il faut se préparer à ce qu'il appelle le Big One. Et donc, il y a, je pense, en utilisant bien les fonds disponibles pour le confortement parasismique, du travail pour nos ingénieurs, nos bureaux d'études, nos bureaux de contrôle et nos entreprises du BTP. Mais cette expertise, ce savoir-faire, on peut l'exporter. En matière de numérique, on a de belles entreprises martiniquaises qui ont déjà commencé à s'exporter en Afrique parce qu'elles ont un modèle qui peut correspondre à l'attente des entreprises ou des populations d'Afrique. Donc il y a à développer et à faire avancer la Martinique sur plusieurs pieds. Le pied de la production locale. Cette production doit être considérée à la fois sur les aspects de production matérielle, je pense au secteur du BTP, je pense à l'agroalimentaire, mais aussi à l'immatériel, à la culture, le sport. Ce sont des secteurs qui peuvent nous permettre de nous développer. Et c'est pour ça que je n'oppose jamais l'économie traditionnelle, l'économie capitaliste, à l'économie sociale et solidaire. On doit faire des choses ensemble. On doit avancer ensemble pour que, avec une seule boussole qui est le bien-être des Martiniquais, l'amélioration de leurs conditions de vie. Les Martiniquais qui ont été interrogés aujourd'hui vous disent nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'eau, les transports, les déchets, l'assainissement, parce que s'il n'y a pas d'assainissement, il n'y aura pas de tourisme. Hein. Donc, travaillons sur ces éléments, répondons à l'attente des populations. Et pour faire tout ça, pour créer de l'emploi, créer de l'activité, il faut s'occuper en priorité de l'éducation de nos jeunes. Il y a un vrai chantier. Quand vous avez un nombre conséquent de jeunes Martiniquais et Martiniquaises en difficulté de lecture et d'écriture à la Journée défense citoyenne, vous vous dites qu'à terme, ils seront inemployables. Et donc, on a noté une baisse du taux de chômage entre 2021 et 2022. En 2022, on était à 10,3. Nous étions à 12,8 en 2021. Mais on reste au-dessus de la moyenne de l'Hexagone. Donc il y a encore des progrès à faire. Puis cette baisse, elle est en partie liée à la baisse de nos populations. Nos jeunes ne s'inscrivent pas à Pôle emploi ici. Tous ceux qui sont diplômés s'en vont. Et donc, il y a une baisse un peu artificielle. Et tous ceux qui font des enfants ne le font pas ici, ils le font à l'extérieur. Alors, il y a une baisse un peu artificielle. Donc, mais il faut vraiment travailler sur ce sujet de l'éducation, de la formation, avoir une vraie politique de formation. Mais il s'agit, quand on dit on va développer la formation, on va développer l'apprentissage, il s'agit que chacun assume sa part de responsabilité. Je peux le dire aujourd'hui. Les apprentis du secteur public, et notamment ceux qui étaient apprentis à la collectivité territoriale de Martinique,
au moment où il y a eu la réforme de la taxe d'apprentissage, jusqu'à ce jour, cette réforme elle date de 2019, nous sommes en 2023. Les Saxos. Nous sommes en 2023, la collectivité territoriale de Martinique n'a toujours pas réglé au CFA tertiaire, celui de la Chambre de commerce et d'industrie, les sommes qui sont dues au titre de ces contrats d'apprentissage. Et donc, on ne peut pas avoir un discours, on va faire travailler la jeunesse, on va développer la formation, on va développer l'apprentissage, et en même temps ne pas assumer sa part de responsabilité, qui est, au cas particulier, la responsabilité financière. Donc, en fin de compte, il faut un comité de ça, il faut contrôler tout ça. Non, je crois qu'il faut simplement... Mais se responsabiliser. Il faut simplement que l'on intègre le fait qu'il n'y a pas d'un côté les politiques, de l'autre les acteurs économiques, et puis au milieu le monde associatif. C'est ensemble que l'on doit trouver la solution. Chacun respectant les prérogatives des uns et des autres. Je ne prétends pas, moi acteur économique, moi expert comptable ou président de la Chambre de commerce et d'industrie, je ne prétends pas faire à la place des politiques. Je dis simplement que sur un certain nombre de sujets, en échangeant, nous pouvons aller plus loin et plus vite. Et donc, qui mieux qu'un chef d'entreprise, c'est ce qui est nécessaire pour le développement économique des entreprises. Qui mieux que les chambres consulaires qui représentent les acteurs économiques. Chambre de commerce, l'équipe qui m'accompagne, nous avons été élus avec 42% de participation, ce qui n'est pas si mal quand on le compare à la participation pour les élections politiques. Plus de 42% de participation et avec une majorité de 75 ou 80%. Donc, je pense que nous sommes représentatifs. Le président de la Chambre des métiers représente aussi l'artisanat. Il faut donc que les politiques se disent, mais ensemble, on peut avancer. On peut, entre Martiniquais, se poser des vraies questions, essayer de répondre aux défis du territoire, ce défi démographique, ce défi de la baisse de population, qui a un impact évident et immédiat sur la consommation, qui est un des moteurs de l'économie. Il faut que l'on réfléchisse aux investissements structurants nécessaires pour ce pays. On les a cités déjà, mais je peux les répéter parce que... Il faut surtout les planifier. Et les planifier. Et dire comment est-ce qu'on refait les réseaux d'eau. Et sur 10 ans, on donne du travail à X personnes. Mais pour le faire, il faut d'abord que l'on ait formé des gens dans ces métiers de l'eau. La dernière fois qu'on a fait des canalisations, il y a tellement longtemps que je pense qu'on n'a plus l'expertise. Donc il faut reformer des jeunes en disant, sur les 10 ou les 15 prochaines années, il y a du boulot. Si vous faites un vrai plan en matière d'énergie, alors on est en train de travailler sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je pense bien que c'est un sujet qui aujourd'hui occupe EDF, la collectivité et puis le SMEM. Et il n'y a pas que à mettre dans la boucle. Il n'y a pas que à mettre dans la boucle. Puis il faut qu'on s'interroge avant de faire la prochaine programmation, faire le bilan de l'actuel. C'est surtout et se dire pourquoi aujourd'hui nous sommes à 25% d'énergie renouvelable alors que nous devrions déjà être à 50%. Quel choix on fait? Quels nouveaux choix on fait? Les politiques font des nouveaux choix, je les respecte, mais les choix qui avaient déjà été engagés et les acteurs privés qui avaient déjà investi, notamment, et en disant cela, je pense à l'opération d'éoliennes à Macouba, chantier de Grèce 2, l'investisseur a déjà mis 50 millions sur la table et aujourd'hui, stop. On ne peut pas construire comme ça. On ne peut pas construire comme ça dans la durée. On ne peut pas attirer des investisseurs s'ils n'ont pas un minimum de sécurité sur la pérennité des choix qui sont faits à l'instant T. Donc, il y a un certain nombre de réflexions que l'on doit avoir collectivement. Là, il y a un nouveau programme opérationnel pour les fonds européens, les 4 fonds qui sont gérés par la collectivité. Les acteurs économiques n'ont pas été consultés. Et ce sont des fonds qui vont... Il n'y a pas eu de concertation. Et s'agissant du programme du PO 2000 qui se termine, le PO 2020 qui se termine, j'entends dire ici ou là que nous aurons des dégagements d'office de montants significatifs. Bon, j'attends de voir et je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je pense que malheureusement, sur ce programme opérationnel, nous aurons des dégagements très importants. Qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Alors même qu'il y a sur le territoire des besoins importants. Mais ce n'est pas un homme qui est responsable de ça. Ce n'est pas qu'une personne qui est responsable. C'est collectivement que nous sommes responsables.
Mais nous serons, chacun assumera sa part de responsabilité, d'autant plus qu'il sera consulté et qu'il aura pris part à l'élaboration du projet. Et donc, je regrette vraiment que nous soyons le seul territoire dit d'outre-mer où le dialogue avec les chambres consulaires et le dialogue avec les acteurs économiques soit si peu dense et si peu productif. Et c'est pas faute de dire, et je le répète encore aujourd'hui, nous, acteurs économiques, et singulièrement les équipes de la Chambre de commerce, sont à la disposition de la collectivité pour faire avancer le territoire. Notre ambition, notre objectif, c'est de créer de l'emploi chez nous, de développer le pays pour qu'il y ait de l'emploi. Donc, je crois, enfin, je veux faire je veux peut-être être naïf en pensant que c'est aussi l'ambition des élus qui nous dirigent depuis Plateau-A. Mais nous pensons, nous espérons voir nos jeunes sortir des abribus, voir nos jeunes revenir, voir notre économie se redévelopper, voir la Martinique de l'époque où tout le monde travaille. Alors, je ne sais pas si on arrivera au plein emploi. Je dis que pour arriver à un niveau d'emploi satisfaisant, il faut former les jeunes, il faut reprendre à la base, il faut réfléchir. Et s'il y a un sujet à négocier avec l'État, je sais qu'il y en a plein qui sont en cours de négociation aujourd'hui, mais s'il y a un sujet à négocier avec l'État, c'est comment on fait en sorte que nos enfants, arrivés en 6e et en seconde, aient les mêmes niveaux au test que ceux de l'Hexagone. Aujourd'hui, on a 30-35% de moins, en termes de résultats, que les jeunes Français de France. Il y a peut-être à réfléchir sur des dédoublements de classes, il y a peut-être à réfléchir sur l'enseignement adapté, il y a peut-être une discussion à avoir avec l'État qui nous répète à chaque fois que le nombre d'enseignants ramené au nombre d'élèves est supérieur à ce qu'on a dans l'Hexagone. Il n'empêche que le résultat n'est pas bon. Donc ensemble, voyons comment on peut l'améliorer pour faire en sorte qu'il y ait moins d'échecs scolaires, moins de décrochage scolaire, qu'on s'attache de façon significative au décrochage scolaire et qu'on fasse des formations qui soient adaptées aux besoins du territoire. Mais pour que les formations soient adaptées aux besoins du territoire, il faut que le territoire définisse les filières, que le territoire définisse son choix. Et c'est ce choix que je ne connais pas. M. Joc, on a pu passer la nuit là, à développer sur tout ça pour essayer de faire désencailler le pays, faire le pays aller avancer. Si vous avez une conclusion à faire, ce serait quoi? En votre qualité d'expert comptable, c'est vous avez le regard. C'est justement. Alors, ma conclusion serait que nous sommes un territoire, un pays avec du potentiel. Avec du potentiel en matière de production. On n'a pas parlé de tout ce qui est biodiversité et tout ce qui est médecine et production de médicaments sur la base de notre savoir-faire ancestral. C'est un pays qui a du potentiel. Ce potentiel ne demande qu'à être développé, qu'à être exploité. Il faut qu'on se donne les moyens et qu'on donne les moyens à nos jeunes Martiniquais d'aller jusqu'au bout de leur rêve. Et ce faisant, il faut réfléchir à l'éducation et à la formation de nos jeunes, à leur apprendre des langues étrangères, notamment celles qui sont parlées dans le bassin caribéen, pour qu'ils soient efficaces, pour qu'ils soient bons à l'international, faire en sorte qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire, faire en sorte que les formations du territoire correspondent aux besoins du territoire pour que nos jeunes y reviennent. On a du potentiel, ensemble, que les têtes, que les épaules, on peut y arriver. Et contrairement à ce que vous disiez, à l'embrayage, on peut y arriver. Comment est-ce que nous pouvons pousser à l'embrayage qui est démarré? Parce que, on va se mettre l'amour dans un vieux moteur diesel, tant pour amorcer, c'est pour qu'à pousser, il souffler, puis finalement, il va mourir. Non, mais si nous tous qu'à pousser ensemble, nous ne sommes pas qu'à mort. Si tu as qu'à pousser Tibouin, tu as qu'à freiner, ou tu as qu'à pousser dans l'autre sens-là, nous ne pouvons pas y arriver. Voilà. En tout cas, on est parti pour ça, on vous a écouté, on vous a compris. Nous pensons que ceux qui sont en face, qui nous écoutent, ont aussi compris. Il faut tout faire pour redécoller la Martinique. Autrement, messieurs, souffrez de savoir une chose, je m'avais dit ça. Ce qui se passe actuellement sur l'Afrique, toutes ces bougas qui ont échappé d'Afrique là, c'est pas bon nous, ils ont arrivé à monter. Et là, ça va être dangereux pour nous. Faisons très attention à cette chose. Merci encore, à très bientôt. Merci pour l'invitation.